C'est pas une chanson sur Mab, c'est une chanson que j'ai écrite avant le départ de Mab. C'est une chanson que je trouve appropriée pour lui maintenant parce que ça parle d'être là à la fin et c'est en alexandrin. Et je trouve que les alexandrins, ça ne peut que lui correspondre. C'est vrai. C'est pas en latin. Non. Non. Enfin, la première version était en latin, mais c'est une traduction du latin. D'accord. On vous écoute. Merci. Je vais prendre mon arc et armer une flèche. Si je tombe, j'aimerais que la terre soit sèche. Et qu'à l'heure des voix basses, un ami vienne à moi. Et qu'alors à voix basse, nous répétions cela. Je te demanderai si je meurs comme il faut. Le temps que tu me dises, je retiendrai la faux. Tu me verras pâlir, elle aura un passant qui en dernier ami nous donnera du temps. Lorsque tu auras dit que je meurs comme un lion, je te lèguerai, ami, mes dernières questions. Ai-je bien fait mon temps? Tu te tairas, tant mieux. Et où vais-je maintenant? Tu me diras adieu. Prendre mon arc et armer une flèche. Si je tombe, j'aimerais que la terre soit sèche. Et qu'à l'heure des voix basses, un ami vienne à moi. Et qu'alors à voix basse, il me dise: je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Quand je suis arrivé, il y avait déjà Crumb, il s'était déjà branché sur l'underground américain qui était juste en pleine explosion, qui moi me fascinait complètement. Et c'est vrai que lorsque mon premier papier paru dans Actuel est paru avec des dessins qui sortaient de Fritz the Cat, j'étais sur un nuage, c'était formidable pour moi. Moi jusqu'ici, je faisais des piges dans le Sud-Ouest, vous voyez, bon, c'était pas, ouais, c'était pas top. J'ai fait la BD parce que j'étais déjà branché bande dessinée. Et puis ils sont arrivés à la fois ce qui était un peu ceux qui allaient être l'underground français, Gottlieb, Mandrika, même Bretéché a fait des choses, qui allaient faire l'écho des savanes juste après, à peu près à la même époque. Et puis Philippe Glacial, où je ne me doutais pas une seconde que j'allais rentrer, où je suis toujours 38 ans après. Et donc c'était vraiment
C'était ma famille, mais une famille de 50 personnes. Ça, c'était intéressant. Et puis, il y avait toujours cet état d'esprit, je le décrivais pour Bizot tout à l'heure, je voulais le décrire pour Michel-Antoine. Un soir, bon, vous savez, le principe, c'est qu'on était harcelés à Actuel par tous les mecs qui cherchaient de la dope, tous les gens qui cherchaient une bonne adresse, toutes les filles qui fuguaient voulaient dormir là. C'était l'horreur. Après, il y avait les parents de la fille qui arrivaient parce qu'il y a que là qui pouvaient les chercher. Bon. Donc, il était clair qu'aux heures ouvrables, c'est pas la peine qu'on se pointe au journal, il était fermé. On arrivait, on allait manger vers 21h, 22h, puis on venait après travailler vers 23h au journal. Et on travaillait jusqu'à 6h du matin. Alors il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où on fumait beaucoup et la phase où Bizot a dit le journal est très mauvais, on arrête de fumer tant que le journal n'est pas fait. Pas un pétard, rien. Et le journal a été bien meilleur d'ailleurs à ce moment-là. À un moment donné, on découvre que le communisme n'a jamais existé déjà et que tout ce qui s'est passé en Russie, en Union soviétique, ça faisait bien longtemps que c'était plus du communisme. Et que le communisme n'était qu'une couverture, d'une façon dont c'était une forme de propagande en elle-même. C'était une idéologie de couverture. Et ce qui se passait en dessous, c'était pas du tout du communisme. Le stalinisme, ça n'avait rien de communiste. C'était une forme de dictature et un système totalitaire qui fonctionnait pour lui-même et pour la puissance dans le monde et qui était une forme d'esclavagisme. C'était pas du communisme, c'était une société féodale de type moderne. Et sous couvert, et on croit encore que tous les communistes avaient été tués depuis longtemps, exécutés, exterminés. Dès que quelqu'un arrivait et parlait communisme, il était envoyé au camp. Donc il n'y avait plus de... Et je crois que ça, c'est une des choses, effectivement, qu'à un moment donné, Michel-Antoine ou Sartre avant lui, ou d'autres ont découvert, mais je crois que c'est pas encore compris. C'est pour ça que je viens de faire un film dessus. Voilà. Je continue à travailler sur cette histoire-là. On n'a pas encore compris... ces États totalitaires qui étaient Hitler, Staline, Mao, Pol Pot, qui ont quand même voulu à un moment donné imposer une forme de dictature au monde. Il y a un truc, ça nous ramène encore à Michel-Antoine. Les papiers théoriques l'emmerdaient. Voilà, les idées, de toute façon, il y avait 10 fois plus fort que nous, donc c'était ridicule. Donc exposer une idée, non, raconte-nous quelque chose. Son maître à penser, enfin son maître littéraire, c'était Alexandre Dumas. Il dit, il n'y a rien de plus grand que le Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, tout ça. Regarde comment c'est comme ça que tu dois raconter. Donc, il nous a appris, mais à coups de règles sur les doigts, à avoir les détails qui tuent, le détail juste. Pour faire un portrait, ça ne sert à rien de faire autre chose que de raconter 3 anecdotes qui permettent de situer le personnage. Donc ça met des années à apprendre ça. Mais c'est vraiment croquer quelqu'un et savoir le placer dans un récit. Trouver le rythme au récit, savoir qu'il y a des accélérations, derrière une accélération, il faut ralentir et tout. Et ça devient un langage. C'est-à-dire qu'on partageait tous ça, et donc on se parlait tous comme ça. Donc les déjeuners pouvaient durer des plombes, il fallait évidemment pas couper l'histoire, évidemment. Donc et ça faisait secte, hein, je le reconnais. C'est-à-dire que nos femmes respectives, nos amis étaient exclus de ça. Ça marchait pas. Et donc les 10 jours de bouclage, c'était un vase clos. Et donc de temps en temps, les amis, les femmes, les copains passaient, mais ils perturbaient. Et ils le sentaient. On vivait complètement ce truc et on en avait absolument besoin. On voulait surtout profiter du meilleur de l'époque, tout en respectant la grammaire. Donc il y a du principe, il y a le sens de l'histoire, il y a une obligation de bien fabriquer ce qu'on fait. Et il faut bien se souvenir qu'au niveau du texte, à l'époque, il y avait des syndicats du livre qui étaient une incarnation d'un amour travaillé de comment s'inscrivait la pensée dans l'écrit. Il y a une grammaire du son. Là, on est à Nova. Dans la communauté d'esprit que j'avais avec Michel-Antoine, c'était le point-virgule sonore.
C'est-à-dire qu'une radio, un propos radiophonique, un enchaînement radiophonique, se dicte dans sa scansion, dans son silence aussi, dans ses interjections, dans sa ponctuation, comme un texte écrit. Et c'est le seul, avec Claudine Mogendre, qui était, elle, du côté de l'image et de la photographie, qui avait cette fibre, on va dire, barosienne, où le texte et le son sont d'un même acabit et tous se mêlent et il y a une même syntaxe. Après, de cet outil syntaxe globale, presse, radio, qu'est-ce qu'on veut dire? La dernière chose qu'il avait compris aussi, c'est le rapport entre la parole et la musique. On savait qu'il fallait qu'on soit musical, il fallait qu'on joue de toutes les musiques du monde, ça c'était la Sono mondiale prise de Van Hersel et de Lantin, mais il fallait aussi ne pas dire n'importe quoi avec ces musiques. Donc dans la juxtaposition de ces musiques, il fallait que l'une rebondisse sur l'autre pour faire un propos. Donc cette grammaire actuelienne novaesque, commune, sur des fondamentaux constitutionnels de liberté, d'intelligence, de surprise et d'exigence, c'est Michel Antoine et c'est quelques autres.